Merci d'être venue, Stéphanie. Vous avez travaillé sur votre oncle jeune résistant massacré à 23 ans dans le Morbihan, après les combats du maquis de Saint-Marcel. Et ce n'est peut-être pas tout à fait le hasard. Alors notre objectif, c'est de savoir en quoi vous vous sentez héritière de ce personnage, de ce jeune garçon, en quoi cela détermine une activité, une partie en tout cas de votre activité professionnelle, mais pas seulement, pas professionnelle, personnelle, mais pas seulement. On sait que vous travaillez aussi sur la guerre de 14, par exemple. Vous avez travaillé aussi sur la déportation sans liens familiaux, là. Mais on voudrait donc que vous commenciez par nous relater un petit peu l'itinéraire de ce jeune résistant, et puis ensuite, eh bien, on verra en quoi cela a déterminé le travail de recherche extraordinaire que vous avez fait. Alors ma famille est originaire donc, du Morbihan, du pays de Malétroit, c'est plutôt dans les terres, dans le nord-est du Morbihan. Et quand j'étais enfant, je savais donc que mon grand-père avait perdu son frère durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il avait été tué parce qu'il était résistant. Mais c'est tout ce que je savais, puisque j'ai jamais entendu mon grand-père en parler, c'est vraiment quelque chose qu'il ne mentionnait pas. Donc j'avais cette vague idée qu'il y avait un héros dans la famille qui était mort dans la résistance. Et il y a une dizaine d'années, mon grand-père était déjà décédé, et mon père s'est intéressé, comme beaucoup de Français, à la généalogie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas l'aider dans cette passion? Et moi, j'étais toujours passionnée depuis l'enfance, certainement de manière inconsciente, par la période de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je me suis dit, je vais regarder du côté des soldats de la famille, des morts pour la France. Et en montant l'arbre, la première personne sur laquelle je suis retombée, c'est donc ce grand-oncle, André Gondet, mort pour la France, parce qu'il avait été fusillé en juillet 1944. Et là, je me suis dit, mais en fait, je sais absolument rien sur ce grand-oncle, même en interrogeant ma mère, elle ne savait pas grand-chose sur son oncle, et je me suis dit, peut-être par des formations professionnelles, parce que je suis journaliste, que j'avais envie d'en savoir plus, et d'enfin comprendre qui était ce grand-oncle mort pour la France, ce qui lui était arrivé, pourquoi il s'était engagé dans la résistance. Donc j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai donc découvert, je suis partie d'une photo, qui était dans la chambre de mon grand-père, que j'avais toujours vu, le portrait de son frère, qu'on a récupéré bien sûr au décès de mon grand-père. Et une date, je savais qu'il avait été tué le 12 juillet 1944 dans un village qui s'appelle Plumelec, dans le Morbihan. Et donc j'ai été aux archives pour savoir ce qui lui était arrivé. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller au service historique de la Défense, au château de Vincennes, où se trouvent les dossiers des personnes qui ont été reconnues comme résistants. Et j'ai découvert qu'il avait participé au combat du maquis de Saint-Marcel, donc du 18 juin 1944, qui ont opposé des parachutistes de la France libre, qui avaient été parachutés en Bretagne dans la nuit du débarquement, et qui ont finalement épaulé des résistants locaux qui s'étaient regroupés dans une ferme de ce village à Saint-Marcel. C'était le point de ralliement de la résistance locale, et ensemble ils ont combattu ce jour-là les forces allemandes. C'était l'une des premières oppositions au cours de la libération entre les forces allemandes et des forces françaises. Et donc il a participé à cette bataille qui a eu un très grand retentissement en Bretagne. Et dans les jours qui ont suivi, il s'est retrouvé avec un groupe de parachutistes de la France libre, dont le capitaine Marienne. Donc c'était des Français qui avaient été entraînés par les Britanniques, qui faisaient partie du Special Air Service, donc des SAS. Et il s'est retrouvé avec eux, ils ont commencé à se cacher dans des fermes environnantes, parce qu'ils étaient traqués par les Allemands à la suite de cette bataille, et par des collaborateurs français qui travaillaient pour les Allemands. Et au matin du 12 juillet 1944, ils ont été retrouvés, notamment par des agents de l'Abwehr, des Français, donc qui travaillaient pour les services de renseignement de l'armée allemande, et ils ont été exécutés sommairement dans cette ferme de Plumelec, donc 18 personnes, des parachutistes de la France libre, des résistants et des fermiers qui les avaient cachés dans leur ferme à ce moment-là. Oui, c'est vrai que moi je disais tout à l'heure massacré, parce que c'est plus qu'une exécution, c'est vraiment un massacre ce qui s'est passé. Et donc cet aspect-là de cette brutalité, qu'est-ce qui vous a entraîné à chercher qui il était? Est-ce que c'est cette brutalité, ou est-ce que c'est en partant simplement de la photo que vous êtes remonté jusqu'à cette scène de massacre qui est extraordinairement
qui est terrible sur les photos que vous nous avez Oui, montrées dans le livre. On peut vraiment parler d'un massacre. C'était considéré comme un crime de guerre, puisque les parachutistes de la France libre étaient en uniforme. Et surtout, ce qui est terrible dans cette histoire, donc on a appelé ça le massacre de Keruel, puisque c'était dans un hameau qui s'appelait Keruel, c'est que ces agents de l'adverse se sont pris en photo juste après avoir procédé au massacre. Donc ils posent comme une scène de chasse, debout fièrement en train de sourire, alors que les corps sont juste derrière eux, là, de ces 18 personnes. Et ça, c'est vrai que ça m'a heurté au fur et à mesure de mes recherches. En fait, ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi mon grand-père n'en parlait pas, et il voulait certainement pas nous le transmettre, parce que c'était aussi une violence extrême. Comment transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, ce qu'a vécu son frère. Et quand j'ai découvert ces photos, j'ai compris pourquoi il y avait aussi ce silence, parce que c'est extrêmement violent. Enfin, je ne sais pas quel est le corps qui est derrière, qui était celui de mon grand-oncle, mais voilà, j'imagine, et on a vraiment cette violence de manière visuelle. Mais c'est pas ça qui, au départ, m'a motivée, en fait. C'est vrai que je me suis dit, bon, bah, on a toujours l'idée, voilà, dans la famille, qu'on avait un résistant, que quelqu'un avait osé dire non à ce moment-là, mais en fait on ne savait pas qui c'était. Donc je trouvais ça un peu paradoxal de transmettre cette idée qu'on avait un résistant dans la famille, mais de rien savoir sur lui, et ça a quand même poussé ma curiosité. Et j'ai compris que, par exemple, la génération de ma mère, eux, on leur avait fait comprendre voilà, qu'ils ne devaient pas poser de questions, c'était déjà pas les mêmes rapports avec leurs parents. Je disais, souvent j'ai demandé à ma mère, mais comment ça se fait que tu sais rien sur ton oncle en fait? Tous les ans ils allaient à la cérémonie à Keruel, il y a une cérémonie tous les ans au mois de juillet, donc mon grand-père était fidèle au souvenir de son frère, ils allaient tous les ans à la cérémonie, mais elle savait rien sur son oncle, et elle m'a répondu que on posait pas de questions aux parents, donc il n'y avait pas ce rapport, et puis je pense qu'ils avaient, ils avaient compris inconsciemment quelle était la limite, quoi, que voilà, fallait pas poser de questions là-dessus, parce que c'était extrêmement douloureux pour mon grand-père qui avait 19 ans quand il a perdu son grand frère de 23 ans, et qu'il n'était pas capable d'en parler, quoi. C'était pas qu'il avait oublié son frère, absolument pas, il y avait sa photo, toujours présente dans sa chambre. Ma mère disait souvent que ma grand-mère disait le matin qu'il avait mal dormi parce qu'il avait encore rêvé dans son frère, donc pour lui c'était extrêmement douloureux. Et puis j'ai appris aussi que c'est lui qui avait été récupérer ses affaires, il s'était caché chez des personnes alors qu'il avait rejoint la résistance, et après son décès il a fallu reconnaître son corps, c'est lui qui a été chercher ses affaires, donc il faut se mettre à sa place à 19 ans, voilà, de perdre son frère dans ces conditions-là, même s'il en était fier, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile. Et votre grand-père, avant votre travail, n'a jamais parlé, même quand votre mère est devenue adulte, ça aurait pu être avec le recul du temps possible, peut-être même de se libérer pour lui de cette douleur. Avec ma mère, non. Visiblement, il en a un peu plus parlé avec mon oncle, qui était un peu plus jeune que ma mère et avec qui il a vécu plus longtemps. Surtout, il s'est retrouvé tout seul avec lui quand ma grand-mère est décédée assez jeune. Donc, il a plus mentionné des choses à son fils. Peut-être que, je sais pas, c'était peut-être plus facile d'en parler à son fils. Donc, il a mentionné quelques bribes de détails, mais avec ma mère, non. Nous a emmenés, je me souviens, il nous avait emmenés donc le musée de Saint-Marcel, le musée de la résistance bretonne, avait ouvert en 84. Et je me souviens qu'au début des années 90, on avait été avec lui faire la visite du musée, surtout qu'il avait vécu juste à côté pendant longtemps. Mais j'ai pas le souvenir qu'il nous ait parlé de son frère. Moi, j'ai jamais entendu mentionner son frère, parler de son frère. Et quand il y avait, par exemple, toutes les semaines, il y a des films sur la Seconde Guerre mondiale à la télévision en France, et il nous disait de couper la télévision, c'est pas beau ces choses-là, il voulait absolument pas parler de la guerre, quoi. Et donc, à partir de cette photo, la documentation, elle a été facile pour vous à reconstituer à partir des archives notamment Alors oui et non, en fait j'ai quand même été surprise, moi je savais pas, j'ai vraiment démarré mes recherches sur la résistance, donc je m'intéressais à la Seconde Guerre mondiale, mais je lisais des livres de manière générale, mais c'était vraiment la première fois que j'étais plongée dans des archives, et donc j'ai été étonnée de voir qu'il y avait quand même des dossiers de résistants. Dans ma famille on savait pas qu'il y avait un dossier à son nom, qui avait donc été rempli par mon arrière-grand-père à la mort de son fils pour lui faire reconnaître ce statut de résistant. Donc j'étais assez étonnée en me rendant au château de Vincennes de voir qu'il y avait quand même une dizaine de pages avec quelques pistes. Déjà il y avait le fait qu'il était reconnu comme FFI, j'ai pu savoir qu'il faisait partie du 8e bataillon de FFI du Morbihan et de la 7e compagnie, donc à partir de là je pouvais savoir ce qu'il avait pu avoir fait. Donc je suis allée déjà dans ce centre d'archives, j'ai beaucoup été aux archives départementales du Morbihan, il y avait aussi un dossier en tant que combattant volontaire de la résistance.
Et ce qui a été difficile, c'est quand on travaille sur la résistance, c'est que la résistance, de fait, c'est quelque chose de caché. Ce qui a rendu les choses compliquées, c'est qu'en fait, il était caché aussi sous des faux noms. Ça, j'ai pu très vite m'en rendre compte. Il s'était fait appeler Jean Le Boal. Donc, le Boal, c'était son village de naissance. Aussi, à un moment, il s'est fait appeler Eugène Gougo. Enfin, il a fallu en plus, voilà, ça rajoute aux difficultés. Et puis aussi, moi, ce que je voulais, c'était aussi pouvoir rencontrer des gens qu'il avait rencontrés. Et là, c'était il y a une dizaine d'années, donc c'était vraiment extrême limite, en fait, parce que c'était déjà beaucoup de gens étaient déjà décédés. Donc, les gens que j'ai rencontrés, des fois, ça s'est joué à quelques semaines près. C'était des gens de plus de 90 ans. Et surtout, je tenais à rencontrer des gens qui, j'ai l'impression de courir après un fantôme, des gens qui l'avaient vu. Et ça a été notamment extrêmement fort quand on a retrouvé un monsieur qui était là le jour du massacre. Donc c'était ses parents qui avaient accueilli le groupe de résistants dans leur ferme. Son père a été tué. Lui a réussi à s'échapper in extremis, il avait 17 ans. Et en lui montrant la photo de mon grand-oncle, il l'a très bien reconnu en disant « ils sont arrivés la veille, ils nous avaient aidés dans les champs ». Donc ça, c'était extrêmement fort de se dire « ah, il l'a vu, il a bien existé, c'est pas juste un portrait dans un cadre sur un mur, mais quelqu'un l'a vu ». Et on a aussi rencontré une dame qui avait à peu près son âge et qui vivait dans un village où il s'est caché, le village de Guéhéno, et qui se souvenait très bien de lui, mais sous un faux nom, donc sous le nom de Jean Le Boal. Elle ne le connaissait pas sous le nom d'André Gondet, et elle a pu nous décrire comment il était, quoi. C'était, voilà, les archives c'est bien, mais aussi rencontrer des gens qui peuvent nous dire quel était son caractère, comment il était, à quoi il ressemblait, ça c'était extrêmement fort. Et pour ma mère, ça a été des moments très forts aussi, de voir des gens qui avaient connu son oncle et qui pouvaient en parler, ça c'était extrêmement fort. Et à quel âge vous avez compris que le portrait qui était dans la chambre de votre grand-père, c'était le portrait de son frère, et que son frère était mort à la guerre, sans précision? Ça, j'ai pas de souvenir de ça, mais c'est vrai que ce qui est extrêmement étrange, c'est que je me suis passionnée pour la Seconde Guerre mondiale de manière très jeune. Donc moi, je suis née en 83, et donc en 94, c'était les 50 ans du débarquement, et je me souviens que, ce qui est quand même étrange pour une petite fille de 10 ans, que j'avais collectionné il y avait des numéros spéciaux de Ouest France sur les 50 ans du débarquement. J'avais acheté des livres, et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que je baignais dans ces livres-là, et à cette époque mon grand-père était toujours vivant, mais j'avais pas fait le rapprochement que lui avait vécu cette période, que son frère avait vécu tout ça, et que j'aurais pu très bien lâcher ses livres et aller lui poser des questions. Je sais pas s'il aurait répondu, c'est un mystère. Mais que tout de suite j'ai été portée vers cette période, comme ma mère aussi, qui ne lit quasiment que des choses là-dessus, mais elle est née à Saint-Marcel, elle a grandi là-bas, mais sans qu'on lui explique aussi, elle est née à la fin des années 50, et c'est vrai que donc, mon grand-père avait une ferme, et quand elle allait garder les vaches dans les champs, elle avait peur que les Allemands débarquent, parce qu'elle entendait les adultes parler de ça autour d'elle, mais sans rien expliquer. Donc elle avait, ces il y avait donc une espèce de non-dit que tout le monde a ressenti intérieurement, et qui a demandé à être libéré à un moment ou à un autre, sans faire de la psychanalyse de comptoir, mais c'est ce qui s'est passé avec vous. C'est souvent la deuxième génération, en fait. Souvent, moi, là, je poursuis mes recherches, mais sur les histoires d'autres familles, et c'est souvent les petits-enfants qui osent poser des questions. La génération d'après, ils ont compris qu'il y avait une espèce de tabou. Il n'y avait pas les mêmes relations avec leurs parents, c'était pas des questions aussi intimes, et c'est souvent les petits-enfants, parce qu'il y a cette distance. Moi, la guerre, elle est plus lointaine. Donc moi, je me suis permise, finalement, de poser des questions et de commencer à chercher. Et puis, il y a aussi le fait que les archives aussi sont maintenant disponibles. C'est quand même beaucoup plus simple. On peut déjà aller sur le site de Mémoire des Hommes, voir s'il y a un dossier de résistant. On peut aller consulter ces archives. Les archives de la Seconde Guerre mondiale sont ouvertes. Donc il y a aussi cette facilité aujourd'hui et cette distance qui permet aussi d'enfin en parler. Vous n'avez pas choisi d'être enseignante d'histoire, ce qui aurait pu être le cas, parce que c'est une démarche à ce moment-là logique pour faire des enquêtes. Mais le journalisme, c'est un peu la même chose. Il y a quand même un parallèle entre les deux professions, puisque vous faites des enquêtes aussi, donc vous étiez préparé à ça, mais votre enquête sur le plan historique est vraiment extraordinaire.
J'ai longtemps hésité entre être prof d'histoire et journaliste. Voilà. Quand j'étais petite, je voulais être Alain Decaux, ce qui est aussi très étrange pour une petite fille. Donc je voulais être historienne, et après je me suis dit, j'avais aussi cette envie de voyager, donc je me suis dit, bon, je suis prof d'histoire, je vais peut-être pas trop bouger. Et donc, mais voilà, le journalisme aussi me passionnait, et finalement j'ai réussi à faire rejoindre ces deux passions aujourd'hui en travaillant. Alors j'utilise effectivement des méthodes d'historien. C'est pas non plus le hasard que vous ayez voulu faire ce métier. Moi j'avais l'envie de raconter des histoires. Il y avait toujours le journal chez moi, mes parents qui regardaient les infos, donc ça m'a toujours passionné de comprendre ce qui se passait dans le monde et aussi de revenir aussi sur ce qui se passait dans l'histoire. Mais c'est vrai que j'utilise ces méthodes d'historien en me basant sur les archives, sur les témoignages, en recoupant les informations, en mettant en perspective. Après c'est la manière de raconter qui est différente. Je raconte pas de la même manière qu'un historien, mais j'essaye aussi de rester sur la véracité historique et de ne pas partir non plus dans des hypothèses et de me baser sur des vrais faits, des vrais documents. Alors peut-être par rapport au mode de narration, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'il y a cet ouvrage dont vous parliez qui est paru chez Skolvreis. Ce que vous faites avec France 24, c'est des web documentaires. C'est très innovant, c'est aussi une façon de toucher un plus large public. Comment vous avez décidé de faire cette déclinaison en fait, avec des web documentaires C'est venu tout simplement du fait que je travaille pour un site internet au départ. Donc moi j'ai commencé à travailler pour des chaînes de télévision. Donc, je travaille pour France 24, qui est une chaîne de télévision, mais je travaille pour le site internet, donc j'écris des articles pour le site. Et c'est vrai que finalement, pour mon oncle de l'ombre, j'ai écrit un livre classique, entre guillemets, mais que je me suis dit que mon métier m'offrait aussi l'opportunité de raconter les histoires sous cette forme-là. Et à ce moment-là, le web documentaire se développait beaucoup, et j'ai réalisé que c'était une bonne manière de toucher beaucoup de gens, et notamment les jeunes. Parce que là, les sites qu'on crée, donc c'est comme un web documentaire, c'est comme un mini-site où on raconte une histoire avec du texte, des photos, de la vidéo. Et je me rends compte que beaucoup d'enseignants, notamment d'histoire-géographie, utilisent nos sites et donc on les crée dans cette optique aussi pour que ce soit diffusé auprès des plus jeunes et toucher la nouvelle génération. C'est pour moi ce qui compte le plus actuellement, donc à travers ces sites et en faisant aussi cet engagement. Moi, mon engagement il se reflète dans le fait que je vais dans beaucoup d'écoles tout au long de l'année pour aller à la rencontre des jeunes et leur transmettre cette histoire, l'histoire de ce qui s'est passé au cours de la Seconde Guerre mondiale, dont moi on n'en a pas beaucoup parlé effectivement quand j'étais enfant, et maintenant que je la connais, j'ai envie de la transmettre au plus grand nombre, parce que finalement ça touche toutes nos familles et ça crée aussi un dialogue quand on discute avec les jeunes et ça leur donne envie à leur tour. Je leur dis d'aller voir leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents quand ils sont encore en vie et de parler avec eux une fois que... Parce que moi je regrette finalement de ne pas avoir pu parler avec mon grand-père, donc ça ce sera toujours le grand regret. Je sais pas s'il aurait bien voulu me raconter son frère d'ailleurs, mais je les encourage fortement à ce qu'on fait là aujourd'hui, à enregistrer quand ils peuvent, pas forcément sur la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres conflits, la guerre d'Algérie, même leur enfance, la vie de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents. Si je peux permettre ça c'est vraiment la plus belle récompense. C'est à partir de quelle année que vous avez initié cette démarche du coup avec les web documentaires sur le site de France 24? Alors ça a commencé en fait en 2013. Moi je travaille à France 24 depuis 2012. Et en 2013, on a commencé à parler du centenaire de 14-18 qui se préparait. Donc officiellement, elle a été lancée en novembre 2013. Et donc moi j'ai commencé à travailler sur ce sujet de 2014 après 2018. Et à ce moment-là, les web documentaires étaient en plein boom. Et donc on a commencé à faire des web documentaires historiques sur 14-18. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs sur les soldats originaires des colonies, puisqu'à France 24, on est beaucoup regardé en Afrique. Donc il y avait aussi une demande à ce niveau-là. Donc j'ai commencé à faire des web documentaires. Et en 2016, il y a un peu une histoire aussi qui m'est un peu tombée dessus. Alors autant cette histoire est une histoire familiale, mais en 2016, c'est des enseignants du lycée La Fontaine, qui se trouve dans le 16e arrondissement à Paris, qui m'ont contacté parce que des professeurs avaient, une professeure de mathématiques qui avait retrouvé par hasard dans une armoire du lycée des lettres qui avaient été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale par une élève juive qui s'appelait Louise Pikowski, qui a été déportée à Auschwitz. Et donc ils m'ont demandé de les aider
à retracer son parcours, savoir ce qui lui était arrivé, pourquoi ses lettres s'étaient retrouvées dans le lycée. Et donc on a fait toute une enquête, et ça a aussi donné lieu à un web documentaire qui a été l'un de mes projets les plus ambitieux voilà, ces dernières années, parce qu'on a fait à la fois un web documentaire et aussi un documentaire télé. Et donc ça a bien fonctionné, et depuis je continue à faire ces web documentaires. L'année dernière on a sorti un autre web documentaire qui s'appelle Le sourire d'Auschwitz, qui est là sur une jeune fille originaire du Morbihan. Donc moi j'avais envie, après avoir travaillé sur mon grand-oncle, de parler d'une femme résistante. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup moins d'écrits et de recherches sur les femmes résistantes. Donc je me suis dit pourquoi pas travailler sur une jeune résistante bretonne. Et je suis tombée un peu par hasard sur la photo d'une jeune fille, une photo d'identification à Auschwitz, une jeune fille qui s'appelait Marie-Louise Moru, et qui a été déportée à Auschwitz par le convoi des 31 000, le seul convoi de femmes résistantes parties de France pour Auschwitz. Et donc pareil, j'ai fait une enquête pour retracer son parcours, et on a retracé son histoire dans un web documentaire. Et là, on essaye de réfléchir à comment toucher un maximum de monde et comment décliner ces histoires. Donc pour Louise, il y a eu une bande dessinée qui a été faite à partir de son histoire. Et là, pour Lisette Moru, on est aussi en train de travailler sur une bande dessinée, encore dans l'idée de toucher les plus jeunes, en fait. On peut raconter la même histoire de manière différente, avec des médias différents, et voilà, d'essayer de toucher le plus grand nombre, quoi. Et notamment les plus jeunes. Et parce que c'est vrai que dans le cas de Marie-Louise Moru, c'est presque un polar, elle est dénoncée par deux femmes à Port-Louis. Donc elle décède de la dysenterie à Auschwitz, et puis sa correspondance est envoyée après à sa famille. Vous avez reconstitué énormément d'éléments sur sa vie qui sont très fictionnels finalement. Ce qui était intéressant aussi dans cette histoire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un gros tabou dans ce village à Port-Louis, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur elle au départ, et ça m'a un peu étonnée. Et en fait, en grattant un petit peu, c'est qu'il y avait une histoire de dénonciation derrière, et de voir que dans beaucoup de villes, au-delà du fait que c'est difficile d'en parler, par exemple, j'ai retrouvé sa nièce, c'est difficile de parler du destin de sa tante, parce qu'elle est morte à Auschwitz dans des conditions effroyables, et aussi en plus cette histoire de dénonciation, parce que les gens qui ont vécu tout ça, la famille des dénonciatrices, elles habitent toujours dans la région, donc c'est toujours très délicat d'en parler. Mais ce que je trouvais dommage, c'est que sous prétexte peut-être voilà, de préserver les familles des dénonciatrices, qui sont vraiment pas responsables de ce qui s'est passé, finalement on occultait l'histoire de cette jeune fille. Donc l'idée c'est pas de les pointer du doigt, mais c'était vraiment de réhabiliter cette jeune fille qui, à 17 ans, parce qu'elle avait résisté à ce moment-là, osait dire non. Donc c'était aussi montrer que la résistance, c'est pas juste aller saboter des trains et voler des armes, mais c'est aussi, à certains moments, faire des V de la victoire, porter des croix de la Lorraine sous la veste, et voilà, faire des petits actes de résistance. Et certains jeunes en ont payé le prix fort. Donc c'était important aussi de montrer, quand je vais dans des lycées, dans des collèges, de montrer à des jeunes qui sont pas beaucoup plus jeunes en fait que cette jeune fille. Quand je vais voir des jeunes, ils ont 14 ans, Lisette elle avait 17 ans quand elle est morte à Auschwitz. Montrer c'est quoi l'engagement, jusqu'où il peut mener, et voilà, que des gens se sont élevés comme eux, des femmes, des hommes, pour dire non à l'occupation et à ce qui se passait. Oui, c'est important que justement des gens comme vous, je veux dire des générations de jeunes, moins jeunes que les lycéens, mais quand même jeunes, aient envie de parler de ça et le fassent, ce que vous faites quand vous venez à Hélène Boucher. On va recommencer à la rentrée. Mais vous avez pu constater qu'il y a une très très forte demande, y compris là. Avant on faisait ça avec les témoins directs, maintenant évidemment c'est les générations d'après. Et on était très très inquiets au niveau de la transmission. On se disait avec la disparition des témoins directs, il n'y aura plus rien. Et non, ça continue, il y a une demande. Et donc qu'il y ait des gens qui aient envie de le faire, ça c'est fabuleux. Et tout à l'heure vous parliez de tabou un petit peu pour l'histoire de cette jeune fille. Est-ce qu'il n'y avait pas non plus, est-ce que vous n'avez pas senti, quand vous avez fait revivre la mémoire de votre grand-oncle, qu'il y avait aussi une sorte de tabou à dépasser dans le village? J'ai senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, surtout. Je ne pensais pas qu'en m'aventurant sur ce sujet, ce serait aussi sensible. Parce que pour mon grand-oncle aussi, il y a des rumeurs comme quoi... Enfin, c'est forcément des informations qui ont mené les soldats allemands et les collaborateurs français jusqu'à cette ferme. Donc à un moment, ils ont obtenu des informations par certaines personnes. Donc ça, c'est pas réglé, parce que les gens disent c'est un tel, c'est cette personne qui a parlé, les descendants, même si beaucoup de gens sont décédés, voilà, les descendants portent cette mémoire, il y a des querelles, des jalousies qui ne sont pas réglées.
Et c'est un peu un panier de crabes quand on s'aventure là-dedans, et il faut bien vérifier voilà, ce qu'on nous dit, c'est beaucoup des rumeurs, donc c'est encore très délicat, quoi. Ça, c'est pas complètement de l'histoire, parce que ça s'est passé en fait hier, et les choses sont vraiment pas réglées, quoi. Et c'est extrêmement sensible, que ce soit pour l'histoire de Lisette ou pour l'histoire de mon grand-oncle, mais je pense que ça a permis voilà, aussi aux gens il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me remercient, parce que voilà, il faut aussi parler de ces choses-là, et ça gangrène souvent un village, voilà, et ça se transmet aussi de manière un peu déformée, et voilà, et ça peut être encore pesant. Ça m'a étonné de voir que ça peut être encore pesant après tout ce temps. Ça peut être aussi un peu pesant par rapport aux gens qui n'ont rien fait, qui peut-être se sentent un peu mal à l'aise, qu'on réhabilite la figure d'un combattant, d'un héros, quelqu'un qui a donné sa vie. Ceux qui sont restés tranquilles peuvent aussi se sentir gênés. Il y a peut-être ça. Est-ce que vous l'avez senti, ça? Parce que, bon, il y a l'histoire effectivement de la dénonciation, ça se comprend que ce soit délicat, mais simplement le fait qu'on ait attendu que ça se passe. Oui, après je trouve que c'est très complexe aussi. Par exemple, mon grand-oncle, bon, il est mort en tant que résistant, mais pendant un an auparavant, il a été envoyé au service du travail obligatoire en Allemagne, donc c'est pas juste tout noir ou tout blanc. Là, voilà, à un moment, il a été envoyé au service du travail obligatoire, il a une permission, et après il s'est engagé dans la résistance, donc c'est plus compliqué que ça en fait. Des fois, des gens se retrouvent dans la résistance un peu par hasard, des gens se retrouvent à collaborer tout en résistant aussi. Enfin, on peut pas mettre les méchants, les gentils, voilà, donc faut aussi faire la part des choses à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question, aussi, je pense que j'ai compris aussi pourquoi on n'en parlait pas, c'est que dans cette région, on n'aime pas trop se mettre en avant aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens, notamment chez les femmes résistantes, qui ont estimé qu'elles avaient fait ce qu'elles devaient faire, donc il n'y a pas cette volonté aussi vraiment de se mettre en avant. Et moi l'idée c'était pas spécialement enfin je voulais retracer l'histoire de mon grand-oncle, mais c'était aussi qu'à travers lui ce soit aussi tous ses camarades qui soient reconnus, des petits résistants anonymes. Donc bon là c'est l'histoire de ma famille, de mon grand-oncle, et qui représente aussi cette masse de résistants anonymes qui ont donné leur vie pour la France. Et là, est-ce que quand vous avez réalisé cette recherche, est-ce que ça vous a changé? Ça a changé votre regard sans doute sur cette période de l'histoire, ou ça l'a complété? Mais vous, parce que vous dites je vais dans des écoles, dans les collèges, lycées, etc. Vous n'aviez jamais envisagé de faire des choses comme ça avant. Donc ça a changé une partie de votre vie. Ah oui, bien sûr, ça a complètement changé ma vie, parce que ça m'a amené à faire beaucoup d'autres choses, à acquérir aussi énormément de connaissances. Donc ça a changé aussi ma vie, parce que j'ai appris beaucoup de choses qui sont pas très agréables quand on se plonge pendant des années dans des archives où là je parlais des photos du massacre de Kerouel, c'est extrêmement violent, mais c'est pas que ça, c'est des procès-verbaux de découverte de charniers dans le détail, des photos, des corps, enfin si on absorbe aussi au départ, on se dit bon finalement c'est loin, ça ne touche pas, mais bon à force de lire des choses, quand on travaille sur Lisette Morus, c'est des livres sur Auschwitz, sur ce qu'elle a pu vivre aussi. On voit aussi que l'être humain, quand on est sur des affaires de dénonciation, voilà, c'est extrêmement difficile. Mais après, c'est aussi quand on rencontre, ce qui a été extrêmement fort aussi, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer encore, finalement j'ai commencé mes recherches à temps, parce que j'ai pu rencontrer des résistants. Et à chaque fois, souvent mes amis se moquent de moi en me disant « Bon, tu rencontres beaucoup de personnes âgées qui te racontent des histoires pas faciles, ça doit pas être marrant. » Mais je leur dis non, au contraire, c'est une chance extraordinaire. Par exemple, quand c'était les 70 ans du débarquement, de la libération de Paris, j'ai pu rencontrer des personnes comme Cécile Roll-Tanguy. Quand vous passez 2 heures à discuter avec Cécile Roll-Tanguy, c'est des souvenirs inoubliables. Ces gens-là vous donnent une force en plus. Et ils vous obligent aussi, à chaque fois que j'ai rencontré ces personnes, ils avaient bien conscience, Cécile Roll-Tanguy est décédée depuis, qu'ils étaient en train de disparaître. Donc en fait, ils nous donnent le flambeau aussi, et on se sent effectivement obligé, moi de par l'histoire de ma famille, mais ils vous donnent une force en disant maintenant c'est à toi de poursuivre. Oui, une mission, voilà, en quelque sorte. C'est ça. Oui, parce que sinon c'est l'oubli, enfin, au moins dans la vie quotidienne, parce que l'histoire est toujours là, mais c'est vrai, l'oubli avec le contact direct, on le fait reculer quand même, le contact par génération interposée, puisqu'on a aussi des gens, on doit avoir, comment s'appelle-t-elle,
la petite fille de Jules Dumont. Françoise de Mougin. Françoise de Mougin, hein, qui est... Alors elle, c'est son grand-père, Oui. un peu comme vous, donc ça sautait encore, ça sautait une génération, et pourtant elle est complètement impliquée. Elle aussi, dans la transmission, elle vient au lycée. Elle a écrit un livre sur son grand-père, qui est très, Promesse très de intéressant. l'oubli. Oui. Déjà, c'est Oui, bah oui. un poème. Et puis elle s'est lancée dans un travail de romancière. Alors que c'était pas du tout, elle était enseignante, je crois qu'elle était prof de fac de lettres, quelque chose comme ça. Et donc elle écrit des romans à destination des enfants, mais que nous aussi on peut lire et qui sont très intéressants, sur la guerre d'Espagne, puis ça va être sur la... elle aussi, et c'était pareil, il y avait l'oubli du grand-oncle. Et depuis qu'elle a renoué avec cette histoire familiale, eh bien, elle est entraînée là-dedans, et avec, je dirais, intérêt et plaisir, parce que, bon, c'est une sorte de... c'est pas seulement un devoir, quoi, c'est une sorte de nouvelle voie. Et donc sur la question de l'engagement, effectivement, ça s'est fait un peu par hasard, le fait que vous travailliez sur Louise Pikowski. Ce processus-là, il a été mené jusqu'au bout, puisque tout récemment, donc il y a cette plaque qui a été apposée à Boulogne-Billancourt. Qui va être apposée. Qui va être apposée, pardon. Donc c'est sans le travail que vous avez mené, sans le web documentaire, sans la bande dessinée, tout ceci ne serait pas arrivé. Est-ce que vous l'avez vécu comme une forme d'engagement, le fait que cette démarche-là puisse avoir des incidences sur la vie citoyenne, politique Bah, je pensais vraiment pas au départ que ça allait me mener jusqu'à tout ça en fait. C'est vraiment un enchaînement de choses. La première étape, ça a été finalement quelque part de ressusciter ces personnes à travers voilà, mes écrits, à travers les web documentaires, à travers les livres, donc de raconter leurs histoires, de les faire sortir de l'oubli. Et c'est vrai que dans un second temps, je me suis dit, bah, en fait, il y a des actions mémorielles à mener. La première étape, finalement, c'est un travail historique. Et la deuxième étape, c'est un travail mémoriel, en pouvant inscrire ce qu'ils ont fait aussi dans l'espace public. Donc pour mon grand-oncle, on a réussi à ce qu'il ait un chemin à son nom dans son village d'origine, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. On a aussi pu lui obtenir à titre posthume la médaille de la Résistance, donc je ne savais pas qu'on pouvait encore l'attribuer à titre posthume aux personnes qui avaient été tuées pour des faits de résistance. Donc ça, c'était un moment important pour ma famille, parce que ça a permis de nous rassembler et aussi de transmettre il y a ma génération, mais il y a celle d'après. Donc c'est mon neveu qui avait 4 ans à l'époque qui a reçu la médaille à l'ordre de la Libération au nom de son arrière-grand-oncle. Et pour Louise Pikowski aussi, voilà, donc il va y avoir une plaque qui va être apposée sur la façade de l'immeuble où elle a été arrêtée avec sa famille le 22 janvier 1944. Et donc je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait aussi beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Donc c'est important pour moi, moi je suis tout le temps en train de regarder dans les rues de Paris les plaques qu'il y a, parce que je trouve que c'est important d'inscrire dans l'espace public et que les gens s'arrêtent, que ce soit 20 secondes, mais voilà, regarde ce qui s'est passé autour d'eux, parce que j'ai l'impression que les gens là oublient ce qui a pu se passer dans Paris il y a 80 ans. Voilà, ça s'est passé dans nos rues, donc c'est important de le marquer. Et puis à chaque fois, ces cérémonies aussi sont l'occasion d'un rassemblement. À chaque fois, il y a un travail qui est fait avec les écoles. Pour mon grand-oncle, il y avait des choses qui avaient été faites par les élèves du village. Pour Louise, on va travailler avec les élèves de Boulogne-Billancourt. Donc à chaque fois aussi, ça permet de relancer aussi la machine et de transmettre ces mémoires. Et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites. Il y a un énorme travail bien sûr qui a été fait dans les établissements scolaires à Paris pour faire des plaques avec le nom des élèves déportés. Mais c'est aussi important de marquer là où les personnes ont vécu, où ils sont nés, voilà, de marquer par une plaque ou par autre chose, des pavés de la mémoire ou un nom de rue. Voilà, il y a encore énormément de choses à faire, mais bien sûr que c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas du tout partie dans cette optique, et c'est vrai que finalement ouais, c'est devenu un engagement, donc c'est au-delà de mon travail, je fais ça en dehors de mon travail, mais et c'est très intéressant parce que je le fais, bon voilà, je l'ai fait avec ma famille pour mon grand-oncle, pour Lisette Mouru, je le fais avec sa famille et l'association mémorielle de la ville de Port-Louis, pour Louise Pikowski, c'est aussi avec sa famille, donc on travaille tous ensemble pour obtenir ces actions mémorielles. Donc la suite, comment vous l'envisagez? Vous nous disiez que vous aviez
donc les 80 ans du Veldiv. Donc vous avez un projet à ce sujet Alors je continue en fait comme un suivi pour France 24, une espèce de fil rouge pour les 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. Donc je fais régulièrement des articles. Là, le dernier que j'ai pu faire, c'était sur le départ du premier convoi de France avec des déportés juifs, donc ça c'était à la fin mars. Et là, le gros travail cette année, donc je réalise un web documentaire et un documentaire pour la télévision sur les 80 ans de la rafle du Veldiv, où on a interrogé les derniers témoins, c'est des personnes qui étaient enfants et qui ont vécu, qui ont été victimes de la rafle du Veldiv, qui ont pu en réchapper puisqu'elles sont là aujourd'hui pour nous en parler. Et donc l'idée encore, c'est de réaliser ce web documentaire et ce documentaire à l'adresse des plus jeunes, de garder ces témoignages. Donc on travaille pour ça on fait un partenariat avec le musée de la Libération de Paris, parce que aussi les rushs, en fait, les images qu'on a filmées avec ces témoins, souvent c'est plusieurs heures, tout ne sera pas dans le web documentaire, mais on va les confier au musée aussi. Donc il y a aussi une démarche historique, voilà, de faire perdurer ces témoignages, puisque ces personnes ont plus de 90 ans. Donc ça c'est mon travail actuel. Je travaille sur donc, une adaptation en bande dessinée de l'histoire de Lisette Morue, parce qu'on s'est rendu compte que ça fonctionne bien avec les élèves, que beaucoup d'enseignants utilisent la bande dessinée pour transmettre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc on veut toucher un public plus jeune, et bien ça fonctionne. Et puis maintenant en fait les histoires m'arrivent, donc je travaille aussi sur d'autres enquêtes. Je travaille sur l'histoire d'un jeune tailleur juif polonais qui a été arrêté à Bain-de-Bretagne, c'est dans l'île-et-Vilaine en 1943, et qui a été déporté à Auschwitz. Donc là aussi je travaille sur l'histoire de ma région d'origine, donc la Bretagne, et sur la Shoah, pour aussi montrer que, là je parlais du Veldiv, mais voilà, toutes les arrestations bien sûr ne sont pas passées qu'à Paris, et aussi voilà, dans d'autres régions, dont la mienne. Et je travaille aussi là j'enquête sur l'histoire de deux femmes assassinées par la résistance à la libération, donc là aussi c'est un sujet très sensible, mais aussi très intéressant, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous sur cette période-là, sur la période de l'épuration. Et donc voilà, pas mal de projets encore historiques. Et puis l'idée c'est toujours d'aller à la rencontre des jeunes. Donc mon engagement c'est vraiment... j'estime que c'est mon engagement citoyen, c'est d'aller dans les écoles et de faire perdurer cette mémoire, parce que là j'ai de plus en plus de demandes, et c'est pas un hasard, c'est parce que les témoins ne sont plus là. Avant, les témoins directs pouvaient se rendre dans les écoles, ils sont plus là, donc j'estime que c'est à nous de reprendre le flambeau, et c'est très intéressant. Moi ça m'apporte beaucoup d'énergie, c'est toujours les questions des élèves sont très intéressantes, et de faire perdurer cette mémoire, parce que pour eux ils ont l'impression que c'est très lointain, alors que c'était hier, et face à certaines personnes qui veulent falsifier l'histoire, c'est important de les mettre garder cette alerte dans leur tête, et de leur faire bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, d'avoir cet esprit critique. Ce que je leur dis, c'est qu'ils ont la chance d'être dans des écoles en France et d'avoir un regard critique sur ce qui s'est passé, voilà, qu'on puisse reconnaître ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qu'ont fait les Allemands, le gouvernement de Vichy. Ça c'est une grande chance, et qu'on puisse en discuter, qu'ils puissent avoir ce regard sur leur passé, sur leur histoire. Et ça je vais continuer tant que je peux d'aller à la rencontre des élèves et de leur transmettre tout ça. Parce que c'est vrai que on dit toujours que rien ne remplace le témoignage direct. Pour autant, le fait d'avoir recours à des supports les plus divers possibles, ça permet quand même d'accrocher leur attention. C'est ce que vous ressentez dans vos interventions scolaires. Oui, avec des histoires personnelles, ça part. C'est sûr que ça va les toucher en fait. Si je leur parle de cette jeune fille, Louise Pikowski, on part d'une histoire personnelle pour leur raconter la grande histoire. Là, mon grand-oncle ou Lisette Morue, donc ça les touche de s'identifier à quelqu'un qui avait leur âge, ça leur permet de mieux comprendre, et après ils vont se diriger vers des ouvrages plus généraux, sur des choses peut-être plus spécialisées sur cette période, mais c'est une porte d'entrée sur cette histoire, et on leur propose des contenus aussi de leur époque, donc des web documentaires, des bandes dessinées. Donc c'est sûr que ça remplace pas une Ginette Kolinka qui vient les voir et qui leur raconte son histoire. Mais on l'a vu aussi avec la Première Guerre mondiale. Moi, j'ai pas rencontré de soldats de la Première Guerre mondiale. Ils étaient déjà pour la plupart décédés, donc j'ai pas eu de contact direct avec un poilu. Mais ça m'a pas empêché de m'intéresser à cette période. On a vu avec le succès autour du centenaire, il n'y avait plus personne pour en parler. Mais voilà, ça a quand même fonctionné. Donc il faut se rendre à l'évidence. Ils seront plus là
dans quelques années. Mais c'est vraiment voilà, leur grande crainte et leur grande urgence, quoi. Ils nous disent faut continuer à en parler, surtout pour beaucoup, notamment ceux qui ont subi la déportation juive. Ça a été très difficile d'en parler. Ça fait que certains, c'est que récemment qu'ils ont commencé aussi à en parler. Et voilà, pour eux, c'est extrêmement important qu'on continue et qu'on laisse pas la place aux gens qui falsifient l'histoire ou personnes qui nient ce qui s'est passé. Il faut vraiment pas leur laisser la place. Et donc, faut continuer à transmettre leur histoire. Et voilà, il y a énormément de choses. Il y a les vidéos, il y a les livres. Enfin, ça manque pas. La matière ne manque pas. Mais voilà, je pense qu'il faut aller voir les élèves, leur faire visiter les lieux de mémoire, et ça les intéresse en fait, cette période. À partir du moment où on va les voir, ça les intéresse. Oui, je pense que ça les intéresse beaucoup. Je le disais tout à l'heure, on le voit depuis 25 ans qu'on fait ça au lycée Boucher, ça, avec les témoins, puis après la génération d'après, les enfants, ou les enfants cachés aussi, bien sûr, ça les intéresse. Mais moi, je constate, parce que depuis 25 ans, ça en fait quand même des générations d'élèves qui sont passés devant ces témoins, que après ça, ils s'intéressent, mais il n'y a pas la volonté chez eux, même avec les anciens, parce que les tout jeunes, c'est des gamins, mais ceux qui ont vu des témoins il y a 20 ans, il y a 25 ans, ils sont maintenant largement adultes. Et je n'ai pas retrouvé de gens qui se sont lancés dans cette volonté de transmettre ou de militer sur la mémoire. Moi, je constate à l'ADVR que nos adhérents sont des gens plutôt aux cheveux gris ou blancs. Et on n'a pas de... Et pourtant, on essaie de les toucher, puisqu'on les contacte directement quand on va au lycée, on en a 200, 300. Et ça me laisse un peu... Bon, peut-être ça mûrira. Enfin, de toute façon, je pense que si on continue à le faire, c'est que c'est utile. Mais avant que ça aboutisse à quelque chose, à la volonté pour eux de s'engager à transmettre, tout le monde ne va pas s'y mettre, mais sur 500, 600, 700 élèves, s'il y en a un, c'est génial. De ce point de vue-là, je suis un peu déçu. Je pense qu'il faut aussi un peu dépoussiérer, en fait, parce que souvent, si on fait des cérémonies, c'est très classique. Il y a des associations, certaines associations mémoriales qu'il ne faut pas toucher à leur précaré. Oui. Voilà, bon, la cérémonie, la Marseillaise, voilà, les porte-drapeaux. Si on veut intéresser les jeunes, il faut aussi trouver d'autres manières et surtout les impliquer. En fait, je pense que ce qui marche, c'est quand ils sont aussi acteurs. Ce que font beaucoup d'enseignants, c'est qu'ils mènent leurs propres projets de recherche. Il y a encore plein d'histoires à faire connaître. Donc quand on leur montre les outils, moi ce qui fonctionne bien, c'est je leur montre les sites, ils peuvent faire des recherches. Ils aiment aussi voir les documents, en fait. C'est tellement des générations qui sont habituées à son téléphone, à son ordinateur portable, qu'on les emmène aux archives et qu'ils voient des vieux papiers, bah, ils adorent ça parce que ça les change de toucher des papiers un peu poussiéreux. Donc faut aussi les rendre acteurs et trouver aussi un peu... changer aussi les formes mémorielles, quoi. Vous avez, je sais pas, vous avez connu l'action de Ravanel à l'AERI? Oui, ça oui. Hein, ça c'était quelque chose de génial parce que c'est exactement ce que vous disiez. Les élèves par groupe ou par classe étaient impliqués, faisaient leurs recherches, hein, mais alors ils s'intéressaient sans aucun problème ou sur la même démarche quand on participe au concours de la résistance et de la déportation, mais malgré tout. Là encore, j'ai travaillé longtemps avec lui, j'ai pas vu de relève se faire. Oui, c'est vrai que c'est ce qui manque là. On voit qu'il y a beaucoup d'associations. Ça viendra peut-être. La preuve, c'est venu chez vous, chez nous. Bon, il suffit peut-être d'un déclic. Hein. Oui, après, est-ce qu'il y a cette peur que ce soit assimilé à tout ce qui touche au côté militaire, ou si les gens... Finalement, je pense que certains partis politiques aussi ont un peu accaparé le patriotisme, qui est très différent du nationalisme, mais aussi cette idée du drapeau, des cérémonies, c'est connoté de manière négative, une cérémonie du 11 novembre chez les jeunes, en fait. Et ça, c'est extrêmement dommage, parce que c'est pas du nationalisme, au contraire, c'est défendre les valeurs de la résistance. C'est universel, des valeurs universelles. Et je pense que à ce niveau-là, c'est un peu brouillé. Et voilà, quand on leur explique ce que c'était que la résistance et ce que ça impliquait, ils comprennent un peu plus. Mais c'est vrai que c'est une vraie crainte. Moi, je suis dans l'association des amis du musée de Saint-Marcel, par exemple. Bon, voilà, c'est des personnes assez âgées qui font partie de l'association et il n'y a pas beaucoup de relève, peut-être parce que les gens sont aussi moins attachés à leur territoire.
souvent. Avant, à l'époque, les gens restaient dans leur village et travaillaient. Mais ce qui aussi, il y a aussi un problème, c'est pas seulement de jeunesse, aussi de mixité aussi. Je vois que c'est souvent, les associations mémorielles, c'est souvent des hommes un peu plus âgés. Donc il faut aussi que ça s'ouvre aussi aux femmes, qu'on laisse aussi la place, puisque certains estiment, moi j'ai vu ça en faisant mes recherches, estiment que voilà, c'est leur précaré, faut pas que les autres y touchent, donc ça aussi, ça décourage un peu certaines personnes. Voilà, je pense que c'est un travail commun, qu'il faut tous travailler ensemble en bonne intelligence, et qu'il y a aussi des jeunes qui s'intéressent. On l'a vu par exemple avec le film qui a été primé aux Oscars, Colette, et cette jeune fille Lucie qui a travaillé avec cette femme résistante Colette qui a perdu son frère durant la guerre, qui a été déporté à Dora. On voit qu'il y a des jeunes qui portent ces mémoires, il faut aussi les mettre en avant et puis leur donner un coup de pouce quoi, pour les inciter à continuer dans cette voie. Et puis on parlait de l'association Mémoire Vive des 45 000 et 31 000 d'Auschwitz-Birkenau par exemple. Ils ont mis en place une pièce de théâtre qui s'est produite ces derniers jours, donc sur la résistance grecque. Donc il y a ce que disait Stéphanie est juste à mon avis, c'est le fait de renouveler les formes, de faire appel à l'art, de faire appel aux multimédias, ça permet aussi de plus impliquer les jeunes dans ces questions-là. Puis les derniers témoins aussi, ils ont changé de point de vue là-dessus. Je pense notamment à Madeleine Riffaut, qui est une des dernières résistantes encore en vie, qui a participé à la libération de Paris. Et donc il y a une BD qui est sortie sur elle récemment, qui est vraiment formidable. Et c'est vrai qu'au départ, quand on lui a proposé ce projet de BD, Madeleine était forcément un peu sceptique sur la bande dessinée. Et puis très vite, elle a compris que ça permettrait de toucher des personnes, des jeunes. Je travaille aussi beaucoup avec un dessinateur qui s'appelle Robin Walter, et son grand-père avait été déporté à Dora. Il en a fait une bande dessinée qui s'appelle Casette Dora, et c'est vrai qu'au départ, quand il allait voir les anciens déportés pour dire je vais faire une bande dessinée, c'était un peu la douche froide quoi. Ils avaient du mal à comprendre, mais maintenant j'en parlais aussi avec une dame que j'ai interrogée pour l'Arabe du Veldiv. Je lui parlais de ma BD sur Louis Spikowski. Elle me dit il y a quelques années vous m'auriez parlé de ça, ça aurait été non. Pour elle, on ne pouvait pas retranscrire cette histoire de la déportation, de la Shoah à travers une bande dessinée. Pour ça, elle trouvait que c'était trop léger. Mais maintenant, elle dit non, je comprends, je sais que vous allez toucher des jeunes, et c'est bien ça le plus important. Donc il a fallu aussi qu'ils fassent cette bascule, pour qu'ils comprennent que ce soit utile, et que maintenant aussi, je sais que Simone Veil était aussi pas mal opposée à ce qu'on fasse des œuvres de fiction, elle s'était opposée au film La vie est belle. Parce que c'était un sujet sensible et qu'ils estimaient de le montrer sous cette forme, et qu'on ne peut pas montrer, bien sûr, Auschwitz, la déportation, sous la forme d'une fiction, mais ça va passer par ça maintenant, aujourd'hui, parce qu'ils ne sont plus là. Oui, la transmission, effectivement, ça change. Nous, à l'Agri, on se posait des questions, on se disait, mais quand il n'y aura plus personne, parce que c'est les résistants qui venaient dans la classe pour parler, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'arrêter? Ben non, finalement... votre travail montre que non, les pistes que vous montrez avec les BD, avec les web documentaires montrent que non, et donc tout à l'heure je faisais preuve d'un peu de pessimisme, et vous nous avez donné un regard un peu plus optimiste, et ça c'est bien. Mais c'est vrai, si on continue à le faire, c'est que de toute façon on a un petit peu d'optimisme, sinon beaucoup. Et c'est ce que disait Aubrac, qui disait, quand on a commencé à faire de la résistance, on était très optimiste, sinon on n'aurait rien fait. Y a plein de BD autour de ce thème qui sortent actuellement, et c'est l'un des secteurs qui marche le mieux aussi dans l'édition. On voit que ça intéresse les gens, que ça les touche. Comme disait Lucie Aubrac, la résistance se conjugue au présent.